Bienvenue dans un nouvel épisode de Chez Soi, Famille et Immobilier. Je suis Lynne Coudry, courtier immobilier pour Remax. Aujourd'hui, on plonge dans un aspect essentiel, mais parfois négligé de l'immobilier, le côté légal. Que vous soyez acheteur, vendeur, en couple, séparé, ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre vos droits, cet épisode est pour vous. J'ai eu le plaisir de recevoir Stéphane Pagé, avocat, pour répondre à toutes vos questions sur les contrats, les risques juridiques, les protections et bien plus encore. Installez-vous confortablement, c'est l'épisode qui pourrait vous éviter bien des maux de tête. Bonne écoute. Bonjour Stéphane, bienvenue au podcast Chez Soi, Famille et Immobilier. Plaisir, plaisir. Donc, Stéphane Pagé, avocat, moi je te connais bien, mais si tu veux te présenter un peu pour les gens qui nous écoutent. Brièvement, je suis résident de la Montérégie. Je suis avocat spécialisé en droit immobilier depuis 26 ans. Puis aussi, j'accompagne les professionnels comme coach, conférencier, surtout pour ma conférence phare qui s'appelle Négocier comme un maître. Donc, je demeure en Montérégie, mais mes clients viennent d'un peu partout au Québec, surtout les régions de Montérégie, Estrie, Grand Montréal, Québec. Alors, c'est un peu ça. Super. Donc, Stéphane Pagé, on va commencer premièrement. On en entend beaucoup parler dans les médias, tout ça, les condos, les nouvelles normes qui s'en viennent, qui devraient déjà être en place aussi. Je voulais savoir à quoi on devrait, là, c'est peut-être un top 3 là, des choses vraiment à penser quand on achète un condo, soit un premier acheteur ou en famille. Oui, 3-1. C'est moins inquiétant qu'avant parce que ça va se faire de plus en plus, mais de s'assurer du fonds de prévoyance et de l'âge du condo. C'est comme une règle de 3. C'est que des fois, tu peux avoir un condo qui soit super accessible parce que tu regardes juste le prix. C'est là, évidemment, que de retenir les services d'un courtier, ça sécurise une transaction. Donc, si tu regardes juste le prix, mais que tu as un immeuble de 1982, puis qu'à côté, tu as un condo qui est 15-20 000 de plus, mais que c'est un immeuble de 2005, ben, il est sûr qu'il y a toute la question des composantes principales qui sera pas la même. Et quand on achète une copropriété plus âgée, au Québec, ça a pas mal, je dirais que c'est pas mal au début des années 80 qu'on a vu ce phénomène-là de condo arriver. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que si tu achètes un condo qui date de l'origine de 84, euh, tu peux le faire comme acheteur, mais il faut absolument que tu vérifies est-ce qu'il y a un fonds de prévoyance. Pour expliquer un petit peu l'affaire, c'est que si vous achetez un condo 84 et que l'année d'après, vous apprenez qu'il faut refaire la toiture au complet, puis ça va coûter par propriétaire 50 000, s'il n'y a pas d'argent de prévu dans un coffre pour ça, ben ça s'appelle « Trouve 50 000 piastres maintenant ». Donc, âge de la copropriété. 2, la question du fonds de prévoyance. Puis 3, est-ce qu'il y a des rapports qui sont récents sur l'état du bâtiment, tu sais, maçonnerie, structure, toiture? Est-ce que la copropriété a retenu les services d'ingénieurs pour vérifier justement le bon état du bâtiment? Parce que c'est pas juste une question de prix, c'est pas comme hein, ça flash, c'est beau, ça a été rénové, j'aime ça. Oui, c'est vrai que le cœur parle, mais il faut aussi raisonner. Fait que si on a des mauvaises nouvelles dans les jours qui suivent et qu'on apprend qu'on a 60 000 de plus à trouver, ça peut créer un trou dans le portefeuille. Tout à fait. Puis c'est ce que je dis souvent là, aux clients acheteurs. Souvent, la différence entre acheter une maison puis le condo, c'est qu'il y a la clause de prendre le temps de bien regarder les documents, les lire, tous les procès-verbaux, voir le cahier d'entretien aussi qui s'en vient. Donc, de prendre le temps de bien regarder puis de lire tout ça, de questionner aussi. Exact. Super. On voit beaucoup de plus en plus des propriétés qui sont vendues sans garantie légale. Les gens se mélangent avec les vices cachés, tout ça. Si un acheteur pense qu'il est en situation de vice caché, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? OK. Il a acheté avec la garantie légale? Oui, dans le premier cas, exemple, avec garantie Parfait. légale, il pense qu'il est dans une situation de vice caché. Souvent, ils savent pas par où commencer. Bon, oui, ils nous appellent, nous, on peut les diriger, mais concrètement, toi, qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Exactement. Donc, première étape, moi, je dis, vous avez acheté une propriété, il y a des problèmes. Donc, l'idée numéro 1, avant de penser à un recours, c'est de dire, qu'est-ce que je dois faire comme travaux Mhm. pour
protéger ma maison. Alors, il y a évidemment un appel à l'assureur qui peut être fait. Si c'est un problème qui est soudain, que la tank à eau a lâché, puis qu'il y a eu un sinistre, ça peut être couvert. Quand j'ai découvert derrière le Gibroc qu'il y avait de la moisissure, ça, normalement, c'est pas considéré comme un vice caché. Donc, c'est considéré, pardon, comme un vice caché. Oui. Donc, les assureurs couvriront pas. Donc, il y a une vérification avec l'assurance pour voir si c'est couvert. Outre ça, je dis tout le temps à mes clients, la première chose, c'est que vous devez connaître l'état de votre bâtiment. Donc, prenez un expert indépendant, pas juste un entrepreneur qui vend Mm. des travaux. Prenez un expert pour identifier c'est quoi le problème au bâtiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour le protéger, c'est quoi à peu près le délai d'urgence. Que vous ayez un recours ou que vous en ayez pas, vous allez devoir protéger votre bâtiment. Donc, ça doit être fait. À l'occasion de cette expertise-là, il y a le volet légal puis le côté expert, c'est que l'expert identifie si, dans le rapport d'inspection pré-achat, il y avait des indices de problème Mm. ou pas. Puis moi aussi comme avocat. Donc, si on s'aperçoit que la déclaration du vendeur n'a pas d'informations sur des problèmes, Mhm. que le rapport d'inspection ne parlait absolument pas de problématiques visibles, là, on se rapproche d'une question de vice caché. Alors, là, l'acheteur peut de lui-même ou par avocat transmettre un avis de dénonciation à son ancien propriétaire pour lui dire « J'ai découvert des problèmes, tu peux venir chez nous voir qu'est-ce qu'il y en est, je vais te donner un délai X, puis tu vas pouvoir constater l'état de la propriété, entreprendre les travaux si tu le veux. » Donc ça, c'est l'avis de dénonciation. Fait que c'est les premières étapes. Puis ça doit Assurance. se faire dans un court délai aussi, là. Les gens ne peuvent pas prendre un mois pour envoyer la lettre, là. C'est important de... Ouais, c'est ça, le plus tôt possible, parce OK. que si les lieux changent, si avec le temps, la situation empire, là, Mhm. le vendeur va dire, je comprends que tu me réclames, mais si tu avais agi rapidement, ce serait pas arrivé. Donc, les tribunaux vont tolérer jusqu'à 6 mois pour OK. dénoncer la situation, mais on comprend que, Lynn, que si dans les semaines qui suivent, l'eau rentre de partout, puis que l'immeuble Ah ouais. là, le vendeur va dire, je comprends ton affaire, mais tu aurais dû protéger ton immeuble, puis tu Mhm. aurais dû m'aviser plus rapidement. Tout à fait. Puis, dans le cas où on a acheté sans garantie légale, à ce moment-là, ce processus-là, il n'y a pas de recours. Donc, les personnes qui ont acheté, c'est ça qu'ils doivent bien comprendre. Exact. Il faut qu'il tombe sur la preuve que l'ancien propriétaire savait qu'il y avait un problème. Donc là, ça prend une preuve de mauvaise foi, Mhm. d'intention de nuire. Et là, il y a cet élément-là qui s'ajoute. Donc, oui, je dois avoir un problème, ça doit être majeur. Je ne pouvais pas le voir facilement. Là, ça, c'est toujours les mêmes règles, mais s'ajoute la preuve que l'ancien propriétaire le savait. Donc, quand on a des acheteurs qui disent, ouais, mais là, le vendeur, il devait bien le savoir, il a été là 5 ans. Peut-être pas, Mais peut-être non. pas. Il peut ne pas le savoir. Donc, c'est un fardeau de preuve plus élevé. D'accord. Parenthèse, est-ce que tu as vu, j'ai entendu à la radio aujourd'hui, il y avait un article dans le journal Le Droit, puis c'est des chicanes de voisins. Puis la dame a dit, est-ce que c'est un vice caché de savoir que c'était un voisin à problème, puis qui passait la tondeuse pendant 4 heures à 6 heures du matin le dimanche, là, j'exagère, là, mais Ouais. c'était une situation un peu particulière. Est-ce que ça serait quelque chose qu'on devrait, parce que ça m'a mis la puce à l'oreille, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait divulguer? Oui, c'est pas un vice caché, mais effectivement, quand on retient les services d'un courtier, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a vous complétez une déclaration du vendeur qui est longue. Donc, Mhm. quand on demande s'il y a des facteurs qui sont susceptibles d'affecter la transaction, c'est la dernière question de la déclaration du vendeur. Ça veut dire que si tu sais quelque chose d'important, une nuisance, tu dois le dire. Si ton voisin, c'est le crime organisé, puis que la police débarque à toutes les semaines pour faire des descentes, il faut que tu le déclares. Là, on dit, ouais, mais OK. si je dis ça, je vendrai peut-être pas ma maison. Tu peux pas le cacher à l'acheteur. Donc, quand on a des éléments qui sont hors de l'ordinaire, tu sais, quand ça dépasse les limites normales entre Mhm. voisins, si on a un fou furieux, malheureusement, il faut le dire. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de régler la situation avant la mise en vente, parce que sinon, on va peut-être brûler beaucoup, beaucoup d'acheteurs intéressés. Ah, c'est un bon point. Je me demandais jusqu'où ça allait, justement, avec le mauvais voisinage. Ouais, c'est ce qui s'appelle les inconvénients anormaux. Qu'un voisin passe ta tondeuse, c'est normal. Si c'est quelqu'un qui, à 5 heures du matin, se met là-dessus le dimanche matin pendant Mhm. 5 heures, ou qui scie son bois aux petites heures du matin, là, Ouais. c'est
normal. Donc, malheureusement, si on n'a pas réglé l'affaire, ben, dans la déclaration, on doit indiquer qu'on a une mésentente avec le voisin, c'est-à-dire que présentement, il fait des bruits à des heures plus hâtives, là. Fait qu'il- il faut le mentionner. On peut pas le cacher pour dire, ben, je pouvais pas le dire, j'aurais pas vendu. Tu sais, l'acheteur, il a le droit de le savoir, ça. Ouais, bon point. Je me posais la question aussi, bon, souvent maintenant les gens vont acheter un duplex ou une intergénération avec leur sœur, leur frère ou un couple ou avec les parents, l'accès à la propriété. Bon, on sait c'est un petit peu plus difficile, donc on essaie d'être créatif. Quel document conseillerais-tu justement à un duplex, un frère, une sœur qui achètent ensemble si ont des conjoints mais sont pas mariés? Est-ce qu'il y a des conventions de copropriété qu'on peut signer entre nous? Absolument. Il faut clarifier les choses. Donc, ça existe, là, des copropriétés indivises Mhm. euh, euh, plus organisées. Donc, dans Montréal et tout ça, il y en a beaucoup quand même, là. Donc, les gens, ils ont viré, excuse-moi l'expression, là, il y a sûrement une meilleure expression pour ça. Ils ont viré un 6 logements en indivis. Donc, là, les gens vont acheter 20% de l'immeuble avec usage exclusif du logement 201, mais il n'y a pas de numéro de lot pour Mhm. chaque unité. À petite échelle, si tu achètes avec ta sœur un duplex puis que tu obtiens le départ des locataires, puis tu dis, moi, je prends le haut, toi, tu prends le bas, ben, il y a nécessité de faire ça, un contrat qui va dire, ben, on s'entend que tu vas occuper tel logement, moi, j'occupe tel logement, voici la proportion des paiements qui va être faite, dans quelle proportion on va payer l'assurance, les taxes municipales, les taxes scolaires, Hydro-Québec s'il y a juste un compteur, euh, les paiements hypothécaires, donc, puis de voir avec la banque ou la caisse, est-ce qu'on est solidaires toutes les deux pour tout le montant ou on est capable de séparer ces montants-là pour qu'ils ne soient pas, euh, un soit pas responsable entièrement de l'autre. Fait que oui, c'est mieux de faire ça parce que tant que ça va bien, mais si les gens commencent à chicaner et à dire ben finalement, moi je t'écœurais d'être en bas, je t'entends, moi j'ai décidé que demain je prends le haut, puis toi tu t'en vas en bas, ben, faut des ententes. Exactement. Puis comme je dis toujours aux clients, c'est toujours mieux de prendre des ententes quand ça va bien. C'est des fois c'est des discussions qui sont plates à avoir parce que là on se dit ben là si un jour on se parle plus, mais là on se parle puis ça va tellement bien. Oui, mais on sait jamais. Donc c'est toujours mieux quand ça va bien de prendre les devants. On sait jamais. Puis c'est comme une assurance en fait. Exact. En plein ça. Puis est-ce que tu recommandes aux gens, souvent on me dit ben là est-ce que je fais un testament, c'est quoi les répercussions d'un décès, exemple pour une jeune famille qui achète un couple là, typique qu'on voit, un partenaire, une partenaire sont pas mariés, ils ont deux jeunes enfants, pas de testament, qu'est-ce qui arrive? Les deux sont propriétaires. Oui. Parfait. Donc, quand il n'y a pas de testament, à ce moment-là, il faut se fier au Code civil. Puis dans le Code civil, ben, c'est là qu'on a la dévolution et les mauvaises surprises que les gens peuvent avoir des fois, c'est comme ben, la part du conjoint décédé va aller, par exemple, aux enfants et non pas à l'autre conjoint. Donc, quand les gens ne sont pas mariés, de grâce, contactez un notaire et faites un testament parce que ça va être la suite. Puis si vous êtes non marié, conjoint, ben, il y a des risques que si vous n'avez pas d'enfants, l'argent, la part va aller genre aux frères et sœurs du défunt. Hum. Donc là, on va se ramasser à avoir des gens qui sont copropriétaires de votre immeuble. Puis si les relations sont pas bonnes, ben ils peuvent dire, garde, tu rachètes mes parts ou on va faire une vente forcée. Ouais. Donc, testament, mon Dieu, pour 700-800 piastres, là, pas de chance à prendre. Mais souvent aussi, on est déjà chez le notaire pour faire la transaction, donc pourquoi pas rester quelques minutes de plus ou avoir un rendez-vous supplémentaire chez le notaire qui offre ces services-là. Puis ben ça va être fait du coup aussi. Puis effectivement, on veut pas penser à ça quand on va mourir, quand on a des enfants, mais c'est toujours mieux de prévoir pour pas qu'il y ait des problèmes justement, puis que si ton conjoint non marié décède, puis que là, ça va à son frère et sa sœur, ben là, toi, tu te ramasses, puis t'as plus cette partie-là de 50% en fait. Ouais, puis pour faire du chemin là-dessus, il y a une situation qui est encore pire. Et les femmes ont vraiment le don de se mettre les pieds d'un plat. Surtout les jeunes, là, moi, je vois ça pas mal dans les 27, 28 ans jusqu'à 35, 36 ans. Là. Je sais pas, il y a comme un 10 ans, là.
C'est la femme qui rencontre son chum, puis lui a déjà une maison où il est en processus d'acheter une maison. Alors lui, il achète sa maison, puis il dit, chérie, on va faire un deal. C'est que, mettons, l'épicerie, l'électricité, tout ça, ça coûte, je dis n'importe quel chiffre, 800 par mois. Fait que toi, mon amour, tu payes le 800. Moi, je suis propriétaire, je paye l'hypothèque, ça me coûte la même affaire. Chacun paye 50-50. Danger. Évidemment, au moment où le monsieur et la madame vont se laisser, ben ça s'appelle chérie, tu t'en vas right now, tu quittes la maison, elle a aucun droit. Puis donc elle a été comme une squatter qui occupait la maison. Donc d'avoir au moins une convention, en tout cas s'ils sont pas propriétaires en partie de l'immeuble, au moins de prévoir quelque chose de plus sérieux parce que du jour au lendemain, la madame, même avec des enfants, peut se faire dire tu t'en vas d'ici et je suis chez nous. Ma nouvelle blonde arrive, puis toi, tu t'en vas. Puis les gens disent ouais, mais j'ai-tu le droit à quelque chose? Rien. Zéro. Tu as payé l'électricité, tu as été là comme étant un commanditaire de l'immeuble. On le voit aussi avec des hommes qui vont dans la maison des femmes aussi. Ça peut exister. Les cas que j'ai Ouais. vus, à l'unanimité, c'est la situation de la madame qui rencontre le monsieur qui a une maison, là, mais évidemment, c'est pas one way, mais moi, tout ce que j'ai vu, c'était ça. Et Puis, comme je suis père de 2 filles, ben c'est quelque chose qui vient me chercher. Puis je me dis, hey, faites attention à vous autres. L'amour est là, mais à un moment donné, au moins soyez conscient du risque. Puis faites de quoi au moins pour vous assurer d'être chez vous, pas d'être mis dehors du jour au lendemain. Là. ou des fois de racheter, j'ai eu un couple, moi, bon, le conjoint a aménagé avec sa conjointe, puis il a racheté, exemple, un pourcentage de la propriété. Fait qu'au moins, ben, lui aussi, ça a fait un investissement. Parce que sinon, effectivement, ben oui, tu as payé l'épicerie, tu as payé l'auto, tu as payé plus durant les vacances. Mais malheureusement, les vacances, la valeur n'augmente pas avec le temps, ni l'épicerie. Mais la valeur de l'épicerie coûte plus cher, mais tu n'as pas d'investissement au bout du compte. Exactement. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir une entente, d'être copropriétaire, séparer les affaires comme ils voudront, mais au moins qu'il y ait un titre de propriété. Moi, c'est un conseil que je donne. Je suis père de 2 filles, donc j'en parle beaucoup de ça. Puis je trouve ça dommage que les gens se mettent aussi vulnérables que ça. Tout à fait. En terminant, Stéphane, moi, je sais, bon, comme tu disais tantôt, là, t'es avocat spécialisé en immobilier. Si tu pouvais nous donner peut-être les 3 cas les plus fréquents, pourquoi les gens arrivent chez toi, ont besoin de tes services pour peut-être s'ils peuvent prévenir avant d'arriver chez toi. 3 cas là, que tu vois souvent. Boum, boum, boum. On résume ça. Numéro 1, number 1, Uno. Euh, les gens, les nouveaux acheteurs veulent être le plus près possible des centres, puis ont un budget limité. Ben, le budget limité. Avec le prix des maisons, je suis pas sûr qu'on parle de budget limité, mais disons qu'ils ont ils ont un budget. Et la seule possibilité, avec 500 000 maintenant, là, c'est de trouver un beau bungalow de 1964 qui a besoin un peu d'amour. Et là, le jeune couple achète ça. Et au moment où il entame, dans les mois qui suivent, des travaux au sous-sol, ben là, il découvre qu'il y a de la moisissure sur tous les murs, qu'il y a eu des infiltrations d'eau, qu'il y a de la pourriture. Ça, c'est le cas typique parce que c'est du styrofoam blanc, c'est pas par vapeur, l'humidité est restée en arrière. Ça, c'est le cas typique. Sauf que là, ben, ils disent, écoute, nous autres, on a nos enfants, on doit respirer, on peut pas vivre là-dedans. Mais ils ont acheté la maison, ils sont SCHL, ils ont donné 5% de comptant, ils ont pas 50 000 de côté. Et là, ils se ramassent avec des travaux de 40-45 000 piastres. Ça, c'est le cas numéro 1. Ou qui ont acheté une maison qui a fait l'objet d'un flip, souvent. Donc, ça a l'air, en dedans, c'est comme 2024. Sauf que les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas fait le styrofoam, l'isolation, Ouais. puis tout. Donc, l'électricité est d'origine, le styrofoam est d'origine. Donc, si par malheur, on a un dégât puis qu'on rouvre, ben, on va s'apercevoir des fois qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, c'est le cas numéro 1. Stéphane, on fait quoi dans ce temps-là? Je veux dire, le couple, il a un budget de 500 000 puis il peut pas s'acheter une maison de 2019, là. Ben, la solution, c'est peut-être d'aller un peu plus loin qu'un grand centre. Donc, plus on s'éloigne, ben, plus on risque d'avoir une maison récente pour le même prix. Donc, ça, c'est un conseil. Ça, c'est mon cas numéro 1. C'est plus que la moitié des gens qu'on aide, c'est ce cas-là.
Ah, tant que ça? OK, Oh quand oui, même. oui, oui, c'est majeur, majeur, majeur. J'en ai cette semaine 3 4. Et sur les 3 4, il n'y en a aucun qui est capable de payer des travaux. Donc, les autres, ils disent, si on ne gagne pas contre le vendeur, on peut plus rien faire, là. On n'a pas cet argent-là. Et souvent, ben, tu regardes le rapport d'inspection pré-achat et c'est marqué durée de vie d'un drain, 30 à 40 ans. Il est possible qu'il ait atteint sa durée de vie, qu'il soit fini. C'est marqué présence de styrofoam blanc, vérifiez ça. Puis les acheteurs, ben, ils n'ont pas de temps à vérifier, donc le recours est difficile. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que j'ai beaucoup, c'est les désistements. Suite à On a de l'inspection? Suite à l'inspection en bâtiment? désistements tout court. OK. Moi, j'ai vraiment beaucoup de clients qui ont ces problèmes-là, que le vendeur ne veut plus vendre ou l'acheteur veut plus acheter. Peu importe les raisons. OK. Donc, évidemment, c'est pas Jojo, là. Donc, les gens ont peut-être moins de respect pour leurs promesses d'achat qu'auparavant. Mais ça, c'est la situation numéro 2 qu'on a le plus. Ben, je La sais qu'on situation, a vu, il y a de la jurisprudence qui a été publiée, là, justement, là, parce que bon, il y a eu un désistement suite à l'inspection, puis le vendeur lui considérait que le désistement n'était pas, les raisons du désistement n'étaient pas valables, il n'y avait rien de majeur qui augmentait les dépenses ou diminuait la valeur de la propriété. Donc, je sais que nous, les courtiers, moi, même chose avec les vendeurs et les acheteurs, je les coach bien que suite à l'inspection, c'est pas une méthode de négociation pour revenir à la baisse ou pour continuer à magasiner puis trouver une maison plus belle au coin de la rue, puis changer d'idée. On est quand même lié par contrat, même si on n'a pas passé chez le notaire. exactement. Donc, c'est pas un bar ouvert. La clause ne dit pas si l'acheteur n'est pas satisfait de son rapport, il peut se retirer. Les Mhm. gens pensent ça, mais c'est pas ça qui est marqué. C'est pas ça qui est marqué. Hein, comme tu as dit, ça prend un facteur susceptible de façon significative d'augmenter les dépenses, de diminuer les revenus. Donc, c'est un critère économique. Il faut voir, est-ce que le problème pouvait être vu par un acheteur sans inspecteur? Si c'est Oui. oui, ben, c'est pas l'inspecteur qui a informé du problème. Après ça, ben, il faut tenir compte de l'âge de la maison, du prix payé, puis du caractère apparent ou non des problèmes. Fait que le corridor, il est assez étroit pour un acheteur qui fait inspecter quand on lit les décisions de tribunaux. Fait que les cas de désistement, malheureusement, de plus en plus. Puis le troisième qu'on voit beaucoup, ben, c'est les ventes sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Donc, des acheteurs qui nous disent, écoute, nous autres, on a sûrement un recours. Ben, ils devaient bien le savoir. Comme je disais tantôt, Mhm. ils devaient bien le savoir. Il faut faire la preuve qu'il le savait et qu'il a voulu vous tromper. C'est pas une preuve facile à faire. Fait que c'est les trois situations là, qu'on traite le plus. C'est les cas de vices cachés pour des maisons de 1960. Ouais. La deuxième, c'est les désistements. Et le troisième, ben, c'est les histoires sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur ou l'acheteur qui risque de ne pas avoir de recours. Donc, si on résume bien, super important pour premier acheteur ou pour tous les acheteurs, inspection. S'il n'y a pas d'inspection puis ils veulent avoir un recours, j'imagine que le juge va dire, ben, vous avez le droit puis vous n'êtes pas, vous Ouais, avez pas. comme on dit au baseball, là, c'est une prise, là. Fait qu'on a une prise. Ça veut pas dire qu'on perd notre game, mais ça veut dire qu'on a une prise au bâton. On n'est pas obligé de faire inspecter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être prudent et diligent Mhm. comme acheteur. Donc, la Cour d'appel a dit, y a-t-il des cas où, pour être prudent, l'acheteur devait prendre un inspecteur? Ce que la Cour a dit, c'est qu'il y a les situations où un acheteur qui ne fait pas inspecter risque d'avoir beaucoup de problèmes s'il poursuit. C'est, Mhm. l'immeuble est âgé. Donc, années 60, 70, fin des années 70. Deux, la déclaration du vendeur contenait des problèmes. Donc, on annonçait Mhm. dans la DV des problématiques, puis l'acheteur n'a pas été plus loin. Puis troisième situation, des acheteurs qui sont à leur première maison, qui connaissent rien au bâtiment. Si on est dans une de ces situations-là, la Cour va dire, écoute, je dis pas que le recours est rejeté, mais il faut Plus difficile. travailler fort. C'est plus Ouais, difficile. Puis il faut voilà. comprendre que l'inspection, c'est généraliste. S'ils demandent d'aller en expertise, là, des fois les gens veulent pas perdre la maison, mais c'est important d'aller creuser puis de vraiment aller au bout parce que oui, on peut avoir des surprises, effectivement. Très mauvaise surprise. Donc, ça, c'est une autre affaire. Quand l'inspecteur en bâtiment recommande d'investiguer plus, si l'acheteur le fait pas, ben, il risque de voir son recours rejeté.
Si le vendeur dit non, tu ne creuseras pas chez nous, tu iras pas voir le drain, tu feras pas de percée, je refuse. Là, l'acheteur, il a deux choix. Il achète quand même, bonne chance pour un recours, ou il s'en va. À ce moment-là, il peut se désister parce qu'il n'a pas pu aller au bout de l'inspection. Exactement. Il dit au vendeur, moi, mon inspecteur m'a recommandé de vérifier l'état du drain, vous voulez pas que j'aille voir? Ben, il se retire. Il dit, moi, j'achèterai pas. Génial. Merci beaucoup, Stéphane Pagé, de nous avoir éclairé sur plein de sujets, d'avoir répondu à toutes mes questions. Puis, merci encore de ton temps, puis au plaisir de se recroiser. Ça me fait un immense plaisir et le conseil, évidemment, comme toujours, c'est retenez les services d'un courtier. Le courtier diminue les risques, sécurise la transaction et augmente le bassin d'acheteurs. C'est ce que la Cour supérieure a dit. Tout à fait. Merci Stéphane, au revoir. Plaisir. Ba-da-ba-da-ba.